Votre portrait sonore, des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Il a 17 ans, il s'appelle Tristan. Un fils? Moi? Un enfant? Tu as eu un enfant de moi et tu m'as rien dit? Ah non, non, j'ai pas pu à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était pas simple entre nous, hein. On se quittait, on se suicidait. Tu me quittais, je me suicidais. Bref, j'ai préféré ne pas t'en parler. Un fils. Mais t'es sûr que t'es en état de... Mais oui, ça va bien, je te dis. Ça va formidablement bien. Il faudra partir pour Nice, ça te pose peut-être des problèmes. Mais pas du tout, on a une chance inouïe, écoute. J'ai plus de boulot, ma femme m'a quitté, j'habite avec ma mère qui me fait une vie impossible. J'ai pas de projet, pas d'avenir, rien. Tout est bouché, foutu. C'est formidable, non? C'est formidable ce film surtout. Les compères avec Pierre Ouais, ouais. Richard et Gérard Depardieu Oui. aussi. On est en 1983 et ça a Mhm. été encore diffusé lundi dernier Ah bon? et ça a cartonné sur France 3. Ouais, décidément, Donc, ouais. j'ouvre plus ma télé, moi. Et vous avez fait plusieurs films avec Pierre Richard. Il y a eu Les Malheurs d'Alfred aussi, Oui, bien Les sûr. Malheurs d'Alfred, oui, oui, surtout les Malheurs d'Alfred. En fait, Ouais. que celui, à part Les Compères, que celui-là, qui était le premier film qui a eu de belles conséquences, d'ailleurs, parce que c'était produit par Yves Robert, Mhm. et que j'ai rencontré Yves sur ce film-là. Et effectivement, c'est Dabadi qui m'avait raconté ça après. Il m'a dit, on commençait par une scène de suicide avec Pierre Richard, qu'on a tourné à la Guéville chez Yves Robert. Parce que on se jetait dans le canal Saint-Martin, qui est quand même relativement sale, pour faire une scène où on doit faire des gros plans, des machins, retourner dans l'eau et tout. Mais à la Guéville, il y avait un bassin avec de l'eau à 13 degrés. Donc, après, on se réchauffait comme ça, comme on pouvait chez Yves Robert et tout. Et moi, il y a un moment, ils ont mis de la musique, j'ai rejeté les couvertures, tout ce qu'on m'a donné, et paf, je suis partie autour de la pièce avec les jambes par-dessus la tête. Et quand ils ont cherché un prétexte pour que Rochefort, dans Un éléphant sa trompe, ait l'impression de la voir faire quelque chose comme s'il la regardait dans sa salle de bain, c'est Dabadi qui m'a raconté que Yves Robert lui a dit « Attends, j'ai vu Annie faire quelque chose à la maison, et d'une, ça rappelle un peu Marilyn, mais on peut s'en servir parce que je l'ai vu faire et tous les mecs étaient restés comme ça. » Donc voilà. Donc je suis quand même assez fière d'être Ah ouais. à l'origine d'un plan mythique du cinéma. Comment créer une scène culte? Mais c'était vraiment votre truc, la comédie, alors qu'on vous avait dit au départ quand même que vous étiez trop grande pour jouer la comédie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais ça, c'est au conservatoire. Ça, il y avait encore au conservatoire d'art dramatique, il y avait encore une chose très, très prégnante comme ça, qui était l'emploi. Hmm. Voilà. Alors, si on était trop grande, on ne pouvait pas faire de la comédie. Si on avait le nez un peu en trompette, on ne pouvait pas faire de la tragédie. Il y avait donc. C'était c'est pour quoi ça que votre emploi, vous? Grande coquette. La grande coquette. C'est-à-dire tout ce que je détestais. Et dans lequel j'étais très mauvaise. Ah, en d'ailleurs. plus. Je ne sais pas faire ça. Et Et ce qui est fou, c'est que ce métier d'actrice, il vous va extrêmement bien, alors que vous ne l'avez pas vraiment choisi au départ. non, c'est vrai. Vous vous dirigiez plutôt vers le dessin. Bah, j'étais aux Beaux-Arts. Moi, j'étais Ouais. aux Beaux-Arts à Rouen. J'allais rentrer en section peinture, mais il y a un orientateur professionnel qui avait eu, bon, j'ai eu un gros malheur scolaire, moi, donc j'ai dû partir très, très tôt, à 14 ans et demi, mais à l'époque, on pouvait faire ça. Ouais. Passer le concours, quand même, pour entrer dans une école niveau université. C'était bien. Quand Ouais. on était des gosses comme ça, affligés d'un malheur scolaire, si on peut appeler ça comme ça, on pouvait prendre des chemins de traverse. Je déplore que pour les enfants maintenant qui seraient un peu de ce type-là, on en soit obligé à Passer par le bac, oui. à passer Ouais. par le bac, qui est formidable. Bon, c'est très bien que la culture générale augmente, mais que ce soit pas un écrémage Mm. comme ça systématique. On perd des talents, je pense, qui pourraient faire des écoles et des grandes écoles en passant avant. Bon, moi, j'ai eu la chance de ça, mais ma tante qui m'élevait à la place de mes parents, qui était merveilleuse, un peu inquiète comme fait quand même de me faire quitter l'école, voulait être assurée. Elle a été voir un orientateur professionnel qui lui a dit oui, bah, elle est rentrée deuxième sur concours aux Beaux-Arts, qu'est-ce que vous voulez de mieux. Ouais. Mais vous me dites qu'elle lit et qu'elle écrit tout le temps et qu'elle était première en français, elle va perdre le contact avec les mots. Ouais. Je me rappelle de cette phrase. Et maintenant, je connais le nom de ce monsieur. Ah, vous l'avez Quelqu'un me l'a retrouvé? dit dans un salon du livre qui travaille avec lui. Monsieur René Galigot est à la base de mon devenir de comédienne, puisqu'il a dit « Mais alors, pour qu'elle continue à travailler des textes, c'était ça le truc de départ, pourquoi est-ce que vous ne l'envoyez pas 2 fois par semaine au Conservatoire d'art dramatique Ah. à Rouen, où il y avait un excellent professeur ?»
Il était fort. Donc voilà, Il était c'était fort quand même pour continuer à étudier des textes. Et puis voilà. Et ça vous a permis, quelques années plus tard, de faire notamment ceci. Non seulement tu m'as encore trompé, mais tu te fous de ma gueule! Non, Catherine, je t'en... Ah là, Jacques, tu es ce qu'il y a de plus vil, de plus bas sur cette terre. Un déchet de la nature humaine. Mais Catherine, fais attention parce que ça coupe. Tu sais ce que je vais faire? Non. Je vais te démonter la tronche, non, Jacques. Catherine, non. Je vais te massacrer. Non, Mais avant ça, je vais t'arracher les couilles, les faire griller sur ton putain de feu et te les faire bouffer. Alors ça, je suis très fière parce que c'est une scène entièrement écrite par moi. C'est vrai. Extrêmement douce, C'était marqué dans le script, j'entendais qu'il m'avait encore trompé et elle part dépitée. Ah, j'ai dit à Joël, non, c'est pas possible. Et il me dit, non, mais vous avez tellement eu de scènes de colère, etc. J'ai dit, écoute, laisse-moi faire. Il m'a dit, bah vas-y, fais, écris ce que tu veux. On précise quand même que c'était une famille formidable, donc, où on suivait vos aventures de cette famille recomposée. On les a suivis pendant 15 saisons entre 1992 et 2018. Jusqu'à 10,5 millions de téléspectateurs sur TF1. C'était assez stratosphérique. Ça restera votre tube à vie, hein, je pense. C'était un cadeau de la vie et du métier. Voilà. C'était les deux. Et est-ce que c'était pas aussi un rôle un peu écrasant qui vous a peut-être empêché derrière de faire d'autres choses, notamment au cinéma? Non, pas du tout. Non, je crois pas. Ah, ça, je sais pas. J'en sais rien. Vous vous dites pas ça parfois? Parce que ça a eu tellement de succès. Et c'était une époque où c'était peut-être plus difficile de passer de télé à cinéma. Le cinéma, c'était un peu arrêté avant. Je crois. Enfin, j'ai pas fait attention, je vais vous dire, parce que j'avais de tels beaux rôles au théâtre et tout ça que il y a des gens de temps en temps qui me disaient, mais alors le cinéma, je dis, je sais pas, et ils sont en train de me louper, c'est très con, quoi. Mais non, on sait comment ça se passe, quoi. J'ai pas eu les deux succès à suivre à l'époque où j'aurais dû passer de la très jolie jeune femme à la femme. Il n'y a pas eu le rôle marquant ou les deux succès à suivre qui font que tous les scénarios passent par vous. Tu vois, ça devient une écluse comme ça. Bon, moi, je n'ai pas à le déplorer. J'ai fait tellement de belles choses. Bien sûr. Et au théâtre. Et je ne fais pas de différence. Moi, cinéma, télévision, c'est un tournage. Non, les familles, c'était vraiment très, très spécial. Je ne veux pas le raconter, je l'ai beaucoup raconté. Mais quand même, quand j'étais en train d'écrire la fin de mon livre sur la mort de mes parents, Le voile noir, j'étais vraiment dans un état moral, j'avais fait remonter tout ce que j'avais pas voulu vivre pendant 30 ans, des déni du deuil total. Et j'ai demandé à mon agent de trouver une comédie qui m'a dit, on t'en propose 3 fois 1h30. J'ai dit, il faudra bien ça. Et elle m'a dit, ça commence tout de suite. J'ai dit, non, je peux pas. C'était au mois d'août. J'ai dit, je peux pas. J'ai promis de rendre mon livre le 15. T'as de la chance, ça commence le 16. Et ça s'arrête pas là, puisque effectivement, je l'ai beaucoup dit, mais avec Joël Santoni, on se rend compte, on essaie de se connaître un peu. Il me dit qu'il n'a jamais rien fait de drôle. Et au bout de 5 phrases, on découvre qu'on est orphelin de père et de mère au même âge. Alors c'est vrai que là, je lève la tête machinalement, je me suis dit, trop bien organisé. Trop bien organisé. S'il y a des anges quelque part, c'est sûr qu'ils y sont pour quelque chose. Et en fait, cette série, elle est partie là-dessus. Elle est partie sur cette complicité humaine et artistique qui fait qu'on avait un truc avec Joël qui n'est pas donné à tout le monde. C'est de pouvoir passer très vite du tragique au nez de clown. C'est ce qu'il y avait dans tous ces épisodes d'une famille formidable. Voilà, et ça on a traité tous les sujets graves et en même temps avec du clown. On va continuer à en parler et à dresser votre portrait sonore. Mais d'abord, on va parler un peu de cinéma dans quelques minutes avec Karima et un film culte, Dirty Dancing.